remercier pour la 12e année consécutive la commune de Saint-Palais de nous accueillir de façon tout à fait sympathique et gracieuse dans cette petite salle qui nous est totalement à cœur. Non mais je cherche quelque chose qui veut dire qu'on l'aime cette salle, parce qu'elle a été nos premiers combats et elle a été nos premiers soutiens et ça continue. Et ça, emblématiquement, c'est quelque chose d'important. Je vais donc demander à Marilène Noyer-Morera, qui est donc la première adjointe. Voilà, donc je vais vous donner quelques informations sur l'année 2021 par rapport au centre d'enfouissement. Donc les tonnages en 2021 étaient de 82 000 tonnes environ. Donc c'est déjà encore conséquent, bien sûr. Et puis, comme vous le savez, bien sûr, il y a eu une demande d'achat de terrain sur la commune de Mériez-Bois. Donc, nous avons été contactés par Veolia et la SAFER, qui nous a prévenus, bien sûr, de ce projet d'acquisition de terrain de 5 parcelles, qui fait un total de 48 hectares environ, sur la commune de Mériez-Bois et qui joue le terrain de Saint-Palais, le centre d'enfouissement. Donc nous avons rencontré avec le maire de Mériez la Veolia en leur demandant des explications sur cet achat de terrain et leurs raisons. Et donc là, on nous a répondu que l'objectif c'était de faire de la réserve foncière et de se mettre en règle par rapport à l'obligation réglementaire des 200 mètres autour du centre d'enfouissement. Jusqu'à présent, ça ne les avait pas tellement gênés, apparemment. Donc, le maire de Mériez-Bois a fait une demande à la SAFER de préemption sur ces terrains en septembre 2021. Suite à ça, la municipalité de Saint-Palais s'associe forcément à la municipalité de Mériez pour cette acquisition donc, de ces parcelles. L'utilisation finale n'étant pas clairement expliquée, la municipalité de Saint-Palais ne souhaite pas une extension, forcément. Donc je ne vous cache pas qu'on est sur le coup, si on peut dire, parce que bon, si il nous parle d'extension, on a bien peur que ça soit de nouveau des alvéoles supplémentaires et de l'extension du centre d'enfouissement. Et je pense qu'on a déjà bien notre compte. Voilà. Comme vous l'a dit Madame le maire tout à l'heure, effectivement, Veolia voulait s'étendre. Votre association de veille environnementale du Cher y a joué son rôle, puisque nous avons envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAFER en lui demandant de jouer son rôle et de préempter sur ces terres à un prix raisonnable de terres agricoles. Ce qu'on ne vous a pas dit quand même, c'est que pour 40 hectares de terre, le brave monsieur pouvait empocher 800 millions. C'est absolument incroyable au niveau du prix. Alors que, pour vous donner une ordre d'idée, le prix de la terre agricole par ici, c'est entre 2500 et 3000 euros de l'hectare, sur cet endroit-là. Donc, effectivement, il y a eu les démarches des mairies, mais il y a eu aussi notre lettre recommandée avec accusé de réception, avec bien évidemment menace d'aller au tribunal administratif si les choses ne se réglaient pas dans la déontologie de la SAFER, qui, je le rappelle, normalement, est garante des terres agricoles et du but pour lequel ces terres sont faites, c'est-à-dire aller à l'agriculture et non pas à l'industrie. Et bien évidemment, la SAFER a fait, avec ses différentes pressions, a effectivement fait préemption, ce qu'elle n'avait pas l'intention de faire au départ. Je vais terminer mon rapport moral en vous informant que effectivement nos actions, j'espère que vous allez le constater,
avec le rapport d'activité, ont été en faveur de l'environnement, qu'elles ont dénoncé les atteintes à cet environnement et qu'elles se sont opposées à des projets néfastes pour notre environnement, par différents moyens, et notamment, vous allez le constater depuis 2 ans, en s'associant à des collectifs, qui fait que ça nous donne davantage de force, et pour ces collectifs, ça leur donne la possibilité éventuellement d'avoir une association qui est capable de dester en justice. Notre nombre d'adhérents en chute, évidemment, pas à cause du Covid. Et je vais terminer tout simplement mon rapport moral en te lisant un tout petit texte, tracassez-vous quoi, je ne vais pas vous en dire 5 pages, du philosophe Bruno Latour, qui s'est exprimé dans le Télérama numéro 3759. C'est un philosophe. Et je vais vous dire comment il définit l'écologie. Et à l'association de veille environnementale du Cher, ça nous va assez bien, cette définition. L'écologie, ce n'est pas un enjeu ou un domaine parmi d'autres, tel l'économie ou le social. C'est la question existentielle de notre temps, qui porte sur l'ensemble de ce qui fait le collectif humain, des éléments économiques, spirituels, artistiques, affectifs, qui construisent notre vie. Et ce changement d'horizon est un renversement violent et non une transition. Il est articulé autour d'un point central, le maintien des conditions d'habitabilité de notre planète. Et moi je trouve que ça résume très bien ce qu'on entend nous par écologie. Voilà, nous allons passer, on votera tout à l'heure les 3 rapports moraux, d'activité et financier en même temps. Donc ce rapport d'activité, eh bien, vous l'avez sous les yeux. C'est quelques réunions, alors beaucoup moins nombreuses évidemment en présentiel l'an dernier et cette année. On va vous rappeler un petit peu, et c'est Daniel qui va s'en charger, je vais venir par ici, notre campagne Glypho qui continue à faire des vagues, des remous, et si ça fait des vagues chez l'adversaire, c'est que ça le chatouille ou c'est où il faut. Alors, la campagne glyphosate a démarré chez les faucheurs volontaires de l'Ardèche qui ont fait analyser leurs urines. Ils étaient 8 au départ et ils sont aperçus qu'ils étaient contaminés. Donc ils se sont dit, est-ce qu'on ne ferait pas une campagne nationale? Et c'est là qu'est partie la campagne nationale en 2018. Elle s'est achevée en mars 2021, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête si on veut que tous les dossiers remontent au pôle santé publique de Paris pour un procès. Alors, combien de personnes ici dans le Cher, vous avez les résultats des participants. Au niveau national, il y a eu 6848 pisseurs involontaires de glyphosate et 5800 fiches ont été examinées parce qu'elles étaient les mieux remplies. Ça représente 175 séances de prélèvement sur 84 départements, y compris l'île de la Réunion. Cette étude est parue le 12 janvier 2022 dans un journal scientifique. Et les résultats sont les suivants. 99,8% des pisseurs involontaires ont un taux moyen de 1,19 nanogrammes par millilitre du glyphosate dans les urines, alors que le taux accepté dans l'eau est de 0,1. Les grandes conclusions de la synthèse, c'est donc 99,8% des pisseurs qui sont contaminés. Les taux les plus forts sont chez les hommes, des taux plus forts chez les agriculteurs, des taux plus faibles chez les consommateurs bio. Chez les agriculteurs, des taux plus élevés chez les viticulteurs, des taux plus élevés chez les fumeurs. Ça confirme des études précédentes qui sont citées dans
précédente par d'autres organismes, d'autres associations qui ont fait aussi les mêmes travaux. Quels sont les dégâts occasionnés, quels sont les effets occasionnés dans notre corps? C'est toutes ces questions que le procès au tribunal, au pôle de santé publique du tribunal de Paris va permettre de répondre, parce qu'évidemment, les grands scientifiques vont témoigner, donner leur avis. En échangeant avec les personnes qui ont participé à la campagne, je suis tombé sur des associations qui ressemblent à la nôtre. Des petites associations qui n'ont pas l'envergure de phyto-victimes, de agir pour l'environnement ou de générations futures, mais qui, chacune dans leur région, combattent ces problèmes de pesticides et de pollution. Et l'une d'elles a demandé à ce que nous nous mettions en réseau gratuitement. On rentre quand on veut, on sort quand on veut. Il n'y a pas d'obligation. Simplement, on demande qu'une fois en réseau, nous échangions sur ce qui se passe dans notre région. Voilà. Et j'ai, par exemple, de bons rapports avec le docteur Leduc à Ronc, dans le nord de la France, qui est intervenu sur RMC pour son problème de santé et de pollution liée à des ébandages près de chez lui. Une question peut-être? Oui, j'ai une question. Durant le confinement, il y a eu une enquête publique sur la charte de l'utilisation des phytosanitaires faits par la Chambre de l'agriculture. On avait, plusieurs associations avaient quand même écrit au préfet en disant que ce truc-là c'était un peu scandaleux. Et quand je dis un peu, je suis sympa. Je sais que ça a été, que ces chartes ont été débutées au Conseil d'État. Et je voulais savoir si vous aviez, vous, avec des nouvelles par rapport à ça. Donc pour résumer, c'était une charte qui permettait aux agriculteurs de mettre leurs biocides à plus ou moins près des habitations ou des lieux où les gens vont travailler. C'était aussi un petit peu ça, en fonction de leur système de répartition. Et donc on était sur 3, 5 ou 20 mètres en fonction du produit. Voilà. Et il y avait une espèce de conseil où quand les gens pouvaient aller saisir à la Chambre de l'agriculture ce truc-là, s'ils n'étaient pas d'accord, et là, le petit citoyen se retrouvait probablement devant 8 agriculteurs qui expliquaient techniquement. Voilà, je voulais savoir si vous aviez des nouvelles là-dessus. Il n'y a rien changé sur les 5, 10 ou 20 mètres, en fonction des cultures et de la dangerosité des produits, mais c'est retoqué constamment par le Conseil d'État et par l'Europe. Alors c'est retoqué non pas sur les distances, mais c'est retoqué sur le fait que cette façon de faire, c'est-à-dire les agriculteurs qui vont voir Pierre-Paul Jacques et puis qui lui disent, dis donc, faut qu'on signe un machin sur le coin de la table parce que comme ça, puis là évidemment on est plus ou moins influencé par le voisinage, c'est ça qui est retoqué. C'est pas le principe des 5, 10 ou 15 mètres. Donc pour l'instant, c'est effectivement en rediscussion. Ils vont certainement, là encore, entrer par la fenêtre puisque la porte est fermée. Alors chaque année, fin mars, il y a la semaine des alternatives aux pesticides. Une semaine qui dure 10 jours, de manière à ce que 2 week-ends soient englobés dans cette semaine. L'année dernière, nous étions intervenus pour la première fois dans la semaine des alternatives aux pesticides avec trois orientations. La première, c'était d'aller au contact, je crois qu'il y a ici encore des sons, c'était d'aller au contact de la population pétrolière en distribuant des tracts, et on avait fait la rue moyenne en distribuant des tracts qui est encore là-bas sur la table, que vous pouvez vous procurer. Comment est-ce qu'on peut se passer des pesticides, ou s'en méfier. Et ça avait été très très intéressant de discuter. Nous n'étions pas assez nombreux pour faire cortège, mais cette formule de rencontre de la population, ça avait été très intéressant. Deuxième point, c'était rencontrer nos parlementaires pour leur demander ce qu'ils pensaient des pesticides, comment est-ce qu'on peut sortir de l'agro-industrie, comment se fait-il que l'on puisse se procurer des pesticides à l'étranger qui sont interdits en France,
Voilà, toutes ces questions. Sur les 5 parlementaires, nous en avons rencontré 3. Et il y en a eu 2 qui n'ont pas daigné nous rencontrer, nous répondre. On n'a même pas eu de réponse. C'était très intéressant. Oui, on a rencontré Madame Richer, sénatrice. On a rencontré Loïc Carvan, député dans le sud du département. Et puis Nadia Essayant. Les 2 meilleures rencontres qui nous ont vraiment intéressés, c'était Loïc Carvan et Nadia Essayant. Madame Richer, qui est à la, comment dire, dans la commission de santé du Sénat, eh bien, ne savait pas ce que c'était que l'ANSES. Il a ça. Et nous qui leur avons expliqué. Cependant, elle nous expliquait bien ce qu'il en était, elle était au courant de tout, sauf que quand on lui parlait de l'ANSES, de l'AFSA, elle ne savait pas ce que c'était. Donc, rencontre du public, rencontre des parlementaires. Et le 3e point, c'était demander par une pétition l'ouverture d'un registre des cancers par département, grâce à Cyberacteur. Je ne sais pas si certains connaissent. C'était pour moi une pétition positive, parce que souvent on est contre. Là, c'est pour l'ouverture d'un registre des cancers. À partir du moment où il y aura un registre des cancers dans chaque département, eh bien, on s'apercevra peut-être qu'il y a une zone où il y a plus de cancers qu'ailleurs. Et à quoi c'est dû? Tout au moins chercher des causes de ce surnombre de cancers. Aujourd'hui, avec l'informatique, le numérique, qu'on nous rabat les oreilles tous les jours, c'est assez facile d'enregistrer les femmes de cancer anonymement en ayant des réponses sur leur lieu de vie, leur profession, leur manière de se nourrir. Ce serait déjà 3 moyens d'explorer le problème. Je suis assez déçu parce que ce registre des cancers a été ouvert l'année dernière en mars pour tout l'Hexagone et nous ne sommes qu'à 800 en gros signatures. Là aussi, sur le bulletin d'information, le petit papier d'information là-bas, vous aurez la possibilité de signer, si vous ne l'avez pas encore fait, cette pétition. Je voulais simplement apporter un témoignage par rapport à la commune de Brinet, où j'habite, et qui jouxte la commune de Quincy. J'ai moi-même été victime récemment du cancer, donc j'ai dû être opéré du cancer de la prostate, et les infirmières qui venaient me faire des soins à la maison m'ont indiqué que sur la commune de Quincy, il existe un chemin qui s'appelle le chemin des vignes, où là il y a un cancer dans chaque maison. Et moi-même, sur le lotissement où j'habite à Brinet, nous sommes 5 personnes à être concernées également par un cancer. Voilà. Il faut savoir que nous sommes entourés à Brinet de champs, où il y a des épandages agricoles fréquemment. Et puis sur Quincy, il y a aussi des épandages dans les vignes. Mais jusqu'à présent, bon, c'est resté d'être mort. J'ai moi-même envoyé un message il y a quelques semaines par mail à la députée, au maire de la commune, à notre sénateur, à l'ARS, pour les alerter de ce phénomène que j'ai constaté, mais je n'ai eu aucune réponse. Voilà. C'est pour ça que la tenue d'un registre des cancers serait quand même une très très bonne initiative. Sur la fameuse piscine nucléaire. Marie-Thérèse, tu voudrais nous en parler un peu ou pas? Oh non. Hein? Je suis un peu déconnectée, non. Non. Là, je pense que je vais essayer. Oui, Daniel va prendre la parole. Et nous, je vous rappelle quand même le principe, c'est qu'il devait y avoir à Belleville, sur un terrain qui normalement devait être promu à l'agrandissement de la centrale de Belleville, sur ce terrain-là devait se construire une piscine nucléaire géante qui devait accueillir tous les déchets de France et de Navarre pour être donc mis dans la flotte, là, dans des piscines, etc. Et quand même ce mouvement qu'on a étudié, et que vraiment ça a demandé énormément de réunions et tout ça, qui a terminé par une manif où la presse était conviée avec une conférence de presse, a fait que, alors on ne nous a pas dit que c'était notre mouvement,
Mais comme par hasard, il n'y aura pas de piscine à Belleville. Bon, ne nous réunissons pas, elle est rapatriée à La Hague. Si, la presse a souligné, notamment dans Reporter, que c'est grâce à l'importance du mouvement que les décideurs ont quand même reporté le projet sur La Hague. C'est-à-dire que le mouvement, quand on est nombreux, quand on est déterminé, et là je dois rendre hommage aux 3 copines qui gèrent Sortir du nucléaire, qui sont sans arrêt sur le pont, qui mouillent vraiment la chemise. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on n'a pas la piscine, qui est maintenant prévue pour être faite à La Hague. Le problème, c'est que on déborde tellement de déchets qu'il n'y a plus assez de piscines pour entreposer, pour les refroidir. Et qu'il fallait, La Hague commençait à être encombrée. Toutes les piscines sur les sites nucléaires commencent aussi à se remplir. Ils n'ont pas pour objet de les garder définitivement, c'est en transition avant d'aller à La Hague. Donc on a quand même gagné ça. On a aussi gagné, alors il faut savoir que dans les informations que j'ai eues moi de La Hague, ils ont quand même dit que ça se ferait à La Hague parce qu'il y avait une opposition trop forte à Belleville. Et ils nous ont appris aussi qu'à Dampierre, du fait que la Loire commence à s'assécher avec le réchauffement climatique, à Dampierre était prévu de puiser dans la nappe phréatique profonde de l'eau en cas d'accident grave. Alors ils nous ont dit, bon, ça n'a pas d'importance, c'est pas d'une grande importance. Le tuyau, ça sera un tuyau de sang, comme ceux que vous pouvez avoir pour les bouches d'incendie ou arroser votre jardin. Bon, quand on sait les débits par milliers de mètres cubes qu'il faut pour refroidir un réacteur, on n'a pas tellement été convaincus par ce qu'ils nous ont dit. Ouais, je vais ajouter, il y a quand même beaucoup d'enquêtes publiques aussi sur lesquelles il faut répondre. Enfin, même si on n'y connaît pas grand-chose, même si on répond à côté de l'enquête, c'est pas grave, il y en a une qui vient de se terminer justement sur le nucléaire, sur des agrandissements, des choses comme ça. Et à Dampierre, effectivement, mais à Belleville aussi, ils veulent pomper dans la nappe, pour refroidir aussi. Tout à fait, je ne peux qu'insister là-dessus. Souvent, on a des adhérents, des sympathisants, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Ça. Simplement, quand vous avez l'information d'une enquête publique, et on vous en donne, des informations d'enquête publique, vous prenez un peu votre temps, et vous y allez, et vous mettez votre opinion. Le commissaire enquêteur se base souvent sur le nombre de réponses, positives ou négatives, pour motiver sa décision favorable ou non favorable. Il est important de faire ça. Ça, c'est quelque chose. En plus, ça montre au législateur qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il est sous l'œil des gens qui... Enfin, c'est le préfet qui décide toujours. Au final. Après c'est exact, c'est le préfet qui décide toujours à la fin. Et il n'est pas obligé de suivre les résultats du commissaire enquêteur. Mais malgré tout, moi je crois beaucoup, et c'est pour ça que je milite dans cette association, plus on paraît, plus on a du poids. Oui, comme tu as dit, c'est le préfet qui prend la décision, mais il faut savoir, et puis même nous on en apprend, sur une enquête publique, le commissaire enquêteur va relever toutes les interventions, et même les personnes qui diligentent ces enquêtes publiques arrivent à recenser des éléments qu'ils ne connaissaient pas du tout, et qui des fois changent la physionomie du projet. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'y aller. Il y a l'histoire, mais hélas, l'histoire sur les sites et autres, qui est très importante, qui sont oubliés souvent, et les enquêtes publiques permettent de les faire remonter. Tout à fait, oui. Ça dépend beaucoup de la qualité du commissaire enquêteur. Je vais citer par exemple le captage Saint-Ursin à Bourges, où l'enquête publique donc devait décider si le captage allait être rénové, remis en route, etc. Eh bien,
les réponses qu'on a faites, notamment l'association avec, puisqu'on a retrouvé beaucoup de nos réponses reprises par le commissaire enquêteur, fait que ce commissaire enquêteur-là était particulièrement rigoureux et il a recherché tout ce qu'on a dit, il est allé à la source pour voir si ce qu'on disait s'était étayé, etc. Ce qui lui a permis d'étayer complètement son rapport, qui fait que la communauté d'Aglo a retiré le dossier et revu, est en train de revoir sa copie avec une nouvelle majorité. Voilà, donc notre rôle de citoyen est quand même très important. Oui. Oui. Juste un témoignage court à propos des commissions locales d'information, entre autres la CLI de Belleville, où je siège. Au début où je suis rentré dans le système, j'ai cru que le président, à entendre son discours, j'ai cru qu'il était salarié d'EDF et voire même directeur du directeur. Parce qu'en fait, il est plus pro-nucléaire que la direction même d'EDF. Tu peux me... Absolument. On a siégé ensemble avec Daniel. J'ai été très surpris de voir qu'un président de CLI pouvait promouvoir le nucléaire à ce point. Mais Jean-Pierre, il faut aussi expliquer que la CLI, c'est un organisme qui sous tutelle du conseil départemental et qui est présidé par la conseillère départementale, je ne pense pas en tromper, ou un élu local. Ben il a perdu suite à 2 procès, il a perdu son élection à Belleville. Non, ça change de... Ah non, ça change pas de président, ça change pas de président de Belleville. Alors dans cette CLI siègent des élus et des délégués des associations de protection de la C'est ça. Comme TOP, on a toujours dit. Voilà, donc on est là pour faire la claque, mais c'est pas du tout une commission d'information. On va retrouver ça au CODERF, on va retrouver ça dans toutes ces espèces de commissions où il va y avoir un gros paquet de représentants et de l'administration et des professions concernées, et puis une portion congrue d'opposants. Voilà, en fait, il respecte la loi qui dit que tout citoyen représentant la société civile siège et est représentatif dans le groupement, sauf qu'ils prennent bien garde qu'on soit toujours minoritaire. Voilà. Et on a fait plusieurs manifestations, dont quelques-unes là que vous avez en photo, avec des jeunes, ça existe. Ici, on a fait ça avec les jeunes, on a fait ça donc depuis 2020, surtout 2021. 2020, vous savez que ça a été une année très tristounette, et en essayant de se renouveler. Vous voyez par exemple en bas, on était, pas tous, mais bon nombre d'entre nous étaient déguisés en animaux, ce qui détend un peu l'atmosphère, et puis qui permet d'aborder le citoyen en lui offrant une petite information sur les risques de changement climatique. C'était très bien organisé. 6 novembre 2021, c'était le marché aux huîtres à Bourg-Chevalin. On va aborder le dossier des méthanisation. Donc là, on était associé avec une association de plaintiers du Baudin. Je vais donner la parole à son président. Bonjour à toutes et à tous. D'abord vous dire que je ne suis pas venu sur ce sujet-là. Je suis venu participer à l'Assemblée Générale de l'AVEC et j'ai enlevé ma cotisation pour 2021 et pour 2022. Je suis donc adhérent de votre association depuis qu'aujourd'hui. Je connaissais l'AVEC parce que j'avais été invité par Marie-Thérèse à participer à une réunion du bureau de l'AVEC il y a 2 ans, maintenant, depuis 2 ans, sur le sujet de la méthanisation qui nous préoccupait sur les communes Plainpied, Souen-Septaine et Saint-Just. Au moment où, après avoir découvert l'existence d'un méthaniseur à Plainpied, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas associé au projet de création,
nous découvrions le projet de créer 4 lagunes découvertes de stockage du digestat qui enfermaient le village de Soins-en-Septaine, puisqu'il y en avait à chacune des sorties. Et donc c'est comme ça que l'association Bien Vivre sur les rives de l'Oron s'est créée, et qui, à la dernière Assemblée Générale, puisque nous n'avons pas tenu non plus l'Assemblée Générale en 2021, mais on a réussi à en tenir une en juillet 2020, à la dernière Assemblée Générale, comportait un peu plus d'une centaine d'adhérents. Et dans nos statuts, évidemment, nous ne nous sommes pas limités au sujet de la méthanisation, et puis on a indiqué que nous soutiendrions tous ceux qui, confrontés à des projets, avaient besoin d'aide pour empêcher la réalisation des projets du type de celui que nous avons constaté a posteriori. Autrement dit, n'ayant pas pu nous opposer avant, eh bien, on avait l'intention ferme d'aider tous ceux qui souhaitaient s'opposer avant la réalisation d'un projet sur leur territoire. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2 ans, puisqu'on a aidé à la création de plusieurs associations, du côté de Charot, du côté de Brécy, du côté de Sancoin. Et lorsque nous avons appris la visite par le préfet de l'unité de méthanisation de Plainpied, nous avons sollicité l'ensemble de ces associations et avec en même temps pour manifester devant le méthaniseur et solliciter une rencontre avec le préfet que nous avons obtenue, et on a longuement discuté avec lui et le DDT, les DCHPP, et puis les représentants de la direction des ICPE. Et alors on est toujours vigilant, on est toujours en accompagnement sur les projets méthaniseurs que j'évoquais. Il n'y a pas grand-chose qui a avancé parce qu'il y a des procédures judiciaires et administratives en cours, c'est-à-dire que les associations collectifs ont déposé des dossiers, et notamment sur Sancoin et Brécy, ils ont fait appel au cabinet d'avocats de Corinne Lepage à Paris. Donc ces instances sont en cours. J'ai même entendu ce qu'ils disaient tout à l'heure sur le déroulé de la justice en France sur ces sujets-là. Et ce que je voulais dire, c'est que pour conforter les propos qui ont été tenus précédemment, c'est que plus on en parle, plus on s'exprime, et plus finalement il y a des petites musiques qui commencent quand même à s'étendre. Et en 2021, j'ai été invité à participer à une réunion à la préfecture avec l'ensemble des acteurs concernés et les porteurs de projets de méthanisation à plein pied. Et c'était en pleine enquête publique sur l'évolution des règles concernant les installations de méthanisation. Et nous avons évidemment répondu à ces enquêtes publiques en faisant part des revendications qui sont celles des plusieurs centaines d'associations qu'il y a maintenant en France pour lutter contre les projets de méthanisation agro-industrielle, et sur les distances d'habitation, sur les produits, sur les conditions d'épandage, de traitement des déchets, etc. Et mine de rien, quand même, il y a une réglementation qui a évolué en 2021, qui est en train d'évoluer encore, et qui va s'imposer à toutes les unités de méthanisation existantes dans les années à venir, avec un calendrier qui s'étale sur 5 ans pour qu'ils se mettent aux normes. Alors ça ne nous satisfait pas pour autant, hein. Quand on demandait 1,5 km, ils sont passés de 50 mètres à 200 mètres, hein. Donc on peut toujours construire un méthaniseur à 200 mètres d'habitation, mais avant c'était 50 mètres. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce dossier méthanisation, il permet de faire le lien avec toutes sortes de problématiques, hein, parce que là, il y a une étude récente à l'échelle européenne qui vient montrer que la moyenne de fuite de méthane, en moyenne, toutes les unités de méthanisation
laisse passer entre 3 et 4% de méthane. Or, vous savez que le méthane, ça a un effet de réchauffement 25 fois supérieur au CO2. Ça veut dire que quand vous faites maintenant une règle de 3 sur 100 ans, dès que vous dépassez 4% de fuite, eh bien l'impact en termes de gaz à effet de serre, il est négatif. Sauf qu'un méthaniseur, c'est pas 100 ans, c'est 25 ans. Et donc ça veut dire que dès que vous dépassez 1% de fuite, eh bien vous êtes sur un impact négatif. Donc ça a un impact sur le climat, ça a un impact sur les terres, parce que non seulement ça pollue les sols, parce que tout ce qui rentre dans un méthaniseur, vous le retrouvez à la sortie, hormis le carbone que vous avez utilisé pour faire du méthane. Et donc on y retrouve les antibiotiques, les métaux lourds, les pesticides et toutes ces choses-là. Et puis ça tue la faune et la flore, donc ça contribue à la baisse du taux de carbone organique des sols. Donc ça veut dire qu'à terme, ça contribuera à appauvrir les sols. On fait le lien avec le sujet de l'eau, à la fois sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Qualitatif parce que quand on épand le digestat sur des dizaines de milliers d'hectares, et quand chez nous c'est sur le bassin d'alimentation du captage d'eau potable du Porche, eh bien, tout ce que vous mettez se retrouve dans les nappes phréatiques. Et on a vu les résultats récents sur les taux de nitrate dans le département du Cher, où le nombre de communes concernées par des taux de nitrate trop importants a encore augmenté. Et puis sur le plan quantitatif également, parce que ceux qui font de la méthanisation, de plus en plus cultivent pour faire du gaz. Et donc, quand ils font des cultures intermédiaires de manière massive, puisque la plupart des projets tournent avec 2 tiers de cultures intermédiaires pour alimenter le méthaniseur, c'est-à-dire que les effluents d'élevage, c'est un prétexte. Même si pour les éleveurs, ça devient plus intéressant de faire de la douce de vache que de faire du lait, mais on ne peut pas se contenter des effluents d'élevage pour faire du méthane. Donc les méthaniseurs tournent avec 2 tiers de cultures intermédiaires. Et ces cultures, il faut les faire pousser le plus vite possible et le plus possible. Et donc, on y met de l'engrais ou du digestat et on y met de l'eau. Donc ça veut dire qu'on irrigue des cultures intermédiaires pour faire du gaz. Et on retrouve les sujets de la pénurie d'eau dans le département du Cher de plus en plus chaque année. Et le sujet des méga-bassines, parce que nos agriculteurs, nos agriculteurs gros céréaliers qui font les méthaniseurs, c'est les mêmes qui sont dans le syndicat des irrigants. Vous prenez l'arrêté du préfet qui autorise l'irrigation et les prélèvements importants de volume d'eau dans nos cours d'eau. C'est les mêmes qui font de la méthanisation et qui irriguent à tout va et qui ont l'intention de construire des bassines pour aller au-delà des difficultés qu'ils ont dans les périodes de sécheresse. Donc je trouve que ce dossier méthanisation, il permet de traiter de toutes les questions que l'AVEC traite, y compris peut-être du sujet du nucléaire, parce que souvent, quand on va voir les méthaniseurs, ce qu'ils nous répondent, c'est « alors qu'est-ce que vous préférez? Une centrale nucléaire ?» C'est une manière de clore le débat, et donc ça nous oblige à réfléchir à la façon dont on peut faire autrement de la méthanisation que de la façon agro-industrielle. Je termine juste là-dessus, pour dire que j'ai l'intention de participer aux actions de l'AVEC, et que, à côté de ça, je suis également coprésident de Terre de Liens Centre-Val de Loire sur la région, et que je pense que nos associations ont des choses à faire ensemble. La méthanisation en soi n'est pas forcément une aberration, c'est une aberration quand c'est effectivement un projet agro-industriel, on est bien d'accord. En revanche, ça peut amener des choses tout à fait intéressantes, et je pense notamment à tout ce qu'on veut faire de fort différent sur le traitement des déchets. Parce que l'enfouissement, à terme, ça doit disparaître, on est bien d'accord. Le deuxième niveau d'incinération, on devrait finir par pas en avoir besoin non plus. L'objectif en matière de déchets, c'est d'arriver à plus en produire et de recycler le plus intelligemment possible le peu de déchets qu'on arrive encore à créer. Donc la méthanisation, encore une fois, ou pas forcément non, mais pas à n'importe quel prix. Je pense qu'on pourra avoir à peu près le même type de discussion. J'attarderai vraiment dans le débat sur les bassines, parce qu'on est confronté un peu à la même logique.
Merci beaucoup. Je l'ai dit au début, hein, on n'est pas forcément contre la montée de la méthanisation. Tout à l'heure, vous verrez qu'on n'est pas contre l'irrigation. Ça dépend de quelle irrigation on parle, ça dépend de quelle méthanisation on parle. Et je rappelle que vous faites votre compost dans votre jardin, c'est largement plus efficace, efficient, et les collectivités devraient plutôt se pencher sur la méthode de faire du vrai compost à partir des déchets toxiques, plutôt que dans les foutre dans des déméthaniseurs, qui vont être paramétrés. Et on va se retrouver sur les mêmes problèmes de plastique et d'enfouissement, c'est-à-dire qu'ils vont être paramétrés pour 30 tonnes de déchets jour, et après on sera obligé, tout comme on est obligé de cultiver des plantes pour les nourrir, parce que ces trucs-là, s'ils ne sont pas nourris, d'abord ça n'intéresse pas les industriels, en plus de ça, ils ne sont pas rentables, quels que soient les choses. Et là, c'est vraiment le monde à l'envers, c'est qu'on construit des choses qui parfois sont mal dimensionnées. On a des problèmes avec les incinérateurs, par exemple, où il y a eu des incinérateurs de construits partout dans la région et qui étaient... il n'y avait plus assez de déchets presque pour remplir tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à voir au niveau plus macro de façon à ce que ce soit fait intelligemment. Ici on a l'exemple, puisque c'est les voisins de Saint-Palais, ça se passe à Saint-Georges-sur-Moulon. Pour rappeler un petit peu l'historique de cette ferme-usine, c'est une ferme qui fait de la préparation de l'élevage avant, c'est des engraissement avant de les transporter en Italie pour les acheter de grossir. Mais c'est des gens qui ont dépassé sans autorisation le nombre de bovins en station chez eux. Mais c'est un peu ce qui s'est passé par la suite. C'est un peu comme si vous faites prendre en excès de vitesse et que le gendarme non seulement vous absout, mais vous autorise à aller plus vite. Je vais être plus clair. Donc ils ont dépassé largement le taux d'occupation des locaux par les bovins, ça dépasse 1 millier. Et non seulement ils ont été validés et reconnus comme ayant dépassé, donc étant en faute largement, ayant dépassé le nombre de bovins, mais on les a autorisés à en avoir encore beaucoup plus. Comme ça, ils sont dans la norme. Partant de là, donc ils ont beaucoup d'effluents. Et voilà, ils se sont lancés dans la méthanisation. Sur le site même, on voit la construction ici des unités de méthanisation. C'est en cours, c'est actuellement. Cette photo est très récente. Voilà. Donc, c'est un cercle vicieux. Et on est dans cet engrenage, effectivement, c'est-à-dire que de 700 bovins qui passent illégalement à 1000, la préfecture fait un arrêté de régularisation pour 1000 bovins et les autorise à aller jusqu'à 1200 bovins. Donc, 1200 bovins, ça chie. Eh bien, on prend les effluents, effectivement, et puis on construit une usine de méthanisation. Voilà. Et plus tard, et on verra une photo là-dessus, plus tard, pourquoi pas imaginer, dans ces terres à côté, des magnifiques panneaux solaires pour pouvoir un petit peu verdir le truc. Tu vois, c'est pour venir sur ce que tu dis, un projet qui pourrait être pas idiot au départ, quand il est pris en main par des industriels, par des gens qui, sans foi ni loi, ne veulent faire que du profit, et s'agrandir, eh bien, on est complètement détourné Mais on le sentait venir parce que ces exploitants-là étaient venus, je ne sais pas si tu te souviens, Daniel, lors de l'inauguration de la Vagabox à la production de gaz à Saint-Palais, à l'unité d'enfouissement, où on produit du gaz qui est réinjecté sur le réseau ex-Gaz de France. Et ces gens-là étaient venus se renseigner avec précision pour se lancer dans la fabrication de gaz. J'avais discuté avec eux. Avec la solution Chanel. Concernant l'eau, qui est la finalité aussi de toute option, on se retrouve dans l'eau. Mais ça, on oublie. Les gens, l'eau de robinet va très bien. Faites couler l'eau de robinet, regardez la couleur qu'elle a. C'est jaune, c'est vert, ça pue, c'est dégueulasse. Mais ça va très bien, pas de problème. Concernant l'eau, cette entreprise-là, d'adressement des bovins, c'est bestial au possible, incroyable. Eh bien, le captage qui était local,
le captage local. C'est pas pendant qu'ils ont posé leur dossier pour régularisation, alors qu'ils auraient été sanctionnés, d'une façon d'avoir triché, parce qu'il y a tout le problème sanitaire. Aucun organisme a fait son travail, même pour la santé des gens, personne. C'est le laisser aller total. Bon, le captage local, ils l'ont fermé sur le dossier. Et pourquoi l'ont fermé? Il faut réfléchir un petit peu. L'eau est tellement polluée en dessous, éventuellement il peut y avoir quelques petits contrôles, on ne sait jamais, peut-être un contrôle tous les 20 ans, et l'eau est tellement pourrie qu'il vaut mieux sur le dossier, on ferme le captage pour alimenter le bétail et tout. En contrepartie, il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande à puiser l'eau du robinet, la collectivité. Et simultanément, dans la même zone, actuellement, il y a une enquête publique qui est lancée pour la protection des captages, etc., d'eau potable. Ça entre parenthèses, mais tout de suite, ça a 30 ans, 40 ans de retard. Et on se réveille brutalement. Et tout sera plus ou moins trafiqué, tout sera tué uniquement par production de cet élevage, mais pas élevage, engraissement de bovins. Notre façon de travailler à la VEC, ce n'est pas d'aller chercher dans la littérature écologique, on va dire, écologique, ou contestataire, nos arguments. C'est simplement d'étudier les dossiers. Et un dossier qui est déposé, chaque fois on est ahuri, il est déposé comme si ça allait de soi qu'il allait être accepté. Donc vous avez dans le dossier une navigation entre la page 2 et la page 14 où vous allez avoir des contradictions parce que dans la page 2 on va faire référence à telle réglementation, donc là bon, on va y répondre, hein, on va dire que oui, on va satisfaire à la réglementation. Et à la page 14, on va être obligé de faire référence à une autre réglementation. Et là, on va encore dire oui, on va le faire. Sauf que nous, notre idée, c'est de mettre en lien ces contradictions. Et vous allez le voir tout à l'heure avec les problèmes de bassines, par exemple, comme vous l'avez. Vous savez que maintenant, alors là encore, je précise, on n'est pas contre l'irrigation. Un maraîcher, quand il fait des poireaux, des pommes de terre ou de la salade, a besoin d'arroser. Mais là, on est bien encore dans un système d'agro-industrie qui va anticiper le changement climatique en s'y adaptant, mais à la méthode, c'est la guerre. C'est-à-dire, c'est la guerre, je fais des réserves, j'accumule la farine et le sucre dans mon armoire, et bien eux, c'est la flotte. Voilà. Et ça, moi, je suis vendéen, le Poitou, je connais. Et ça a commencé comme ça, il y a 30 ans, dans le Poitou. Ça a commencé par des toutes petites bassines, comme on voit là dans le Berry. Jusqu'à la limite, on est en train de contester, nous, dans le Berry, ça fait 1 hectare, vous avez un terrain de football, à peu près. C'est une grosse mare, quoi. À peu près. Mais ça a commencé comme ça. Et maintenant, dans le Poitou, on est avec des bassines qui font 10 hectares. C'est des véritables monstres. Et c'est là cette démonstration. Dans chaque dossier que vous allez prendre concernant l'environnement, vous allez commencer petit et terminer gros. Et là, tu as pointé du doigt tout à l'heure en disant la réglementation, assouplissement de la réglementation. Eh bien oui, chaque fois qu'on va assouplir la réglementation, on va faire entrer le loup dans la bergerie. Maintenant, le système de déclaration, le système d'enregistrement, puis le système ensuite d'autorisation, ces 3 paliers font que chaque fois on dépose un petit dossier, on n'a simplement qu'une déclaration à faire en préfecture et le dossier est accepté pour peu qu'il soit à peu près cohérent. Et puis ensuite, quand le dossier est installé, eh bien on pourra s'agrandir petit à petit et il est plus difficile de combattre un dossier, tout à l'heure Thierry en parlait par rapport au méthaniseur de plein pied, il est plus difficile de combattre un dossier qui est déjà en place à l'agrandissement qu'un dossier qui va se mettre en place. Le tout est inférieur à 3 hectares. Donc vous êtes sous le régime de la déclaration. Supérieur à 3 hectares, vous êtes sous le régime de l'autorisation. Alors là, dossier plus complexe, notamment environnemental. Donc on se débrouille pour qu'en tout, les 2 bassines, celle existante et
celle va arriver en plus, fasse 2 hectares 999. Ça ne fait pas 3 hectares, ça, vous comprenez? C'est gros de conséquences. Ça montre directement déjà l'idée qu'il y a derrière. Plus la séparation en 2 sociétés différentes. C'est-à-dire qu'il dépose une bassine là, et puis à 2 km plus loin, je vous rappelle qu'elles sont là-bas, les bassines que vous venez de voir, sur une autre ferme, qui appartient au même bonhomme, il en construit une autre. Le tout n'étant pas cumulable, puisqu'on est sur 2 sociétés différentes. Donc à chaque fois, on va jouer à la fois sur la surface, et on va jouer sur le nombre de sociétés. Quand vous savez que pour passer du régime de déclaration au régime d'autorisation, on se base sur la surface, mais que lorsqu'on va parler d'irrigation, on va se baser sur le volume. Ainsi, vous pouvez bien avoir une petite surface en régime de déclaration, mais si vous montez la digue de 5 mètres jusqu'à 7 mètres ou 8 mètres, comme on va trouver sur une autre bassine, celle de Baugy, eh bien, vous allez doubler pratiquement le volume. Vous allez passer de 25 000 m3 à 50 000 m3. Et là, la loi ne dit rien. La loi ne dit pas, à partir de 20-30 000 m3, c'est régime d'autorisation ou quoi. Non, c'est une question de surface. Après, ça va être régi en interne, entre copains, au niveau de l'AREA et au niveau de ce qu'ils appellent les DOUG, c'est-à-dire des assemblées d'irrigants qui vont se partager le gâteau entre eux. Alors, le gâteau, il faut savoir qu'en 2018, ces gens-là déposent un dossier de demande auprès de la préfecture pour pouvoir capter dans la nappe phréatique de 12 millions de mètres cubes auxquels ils étaient autorisés, pour pouvoir passer à 18 millions de mètres cubes, c'est-à-dire le volume optimum qui est autorisé par le SDAGE, le schéma de gestion des eaux. Donc, Lièvre au rond, là, ici, dans cet endroit-là. Ils avaient déjà, donc, en 2018, pensé que de 12 millions, on pouvait passer à 18 millions, on en aurait besoin. Et maintenant, tac, comme par hasard, il y a les bassines qui naissent. Fait toujours intéressant, c'est qu'en 2018, ils demandent 18 millions de mètres cubes en irrigation, avec un argument: la construction de retenues d'eau coûterait trop cher, il faut augmenter nos volumes d'irrigation. 3 ans après, on construit des bassines. Vous voyez qu'on est toujours dans ce truc-là. Et pour pallier cette quantité énorme, de plus en plus, on en fait toujours plus de volume d'eau. Qu'est-ce qu'il faut? Si on pompe par exemple à 20 mètres, ça va sécher, surtout dans les calcaires, il n'y aura plus d'eau. Donc on propose un nouveau captage à 40 mètres jusqu'à dépasser maintenant les différentes couches. Jusqu'à plus de 100 mètres, notre nappe profonde. Ils vont chercher l'eau maintenant, demandent d'aller chercher l'eau dans les nappes profondes. Les nappes profondes, il faut savoir que pour nous humains, c'est la sauvegarde. C'est une réserve d'eau en cas de déficitesse. Et bien ces eaux-là profondes, et bien maintenant c'est parti, petit à petit, elles seront polluées, elles seront détruites. Dans 20 ans, la moindre catastrophe, et bien, nos enfants n'ont plus rien. Je crois, Marie-Thérèse, tu te souviens les 3 forages là? Alors, il y en a un, c'est 64 mètres de profondeur, l'autre, c'est 90, et le dernier, c'est 247 mètres. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà. Toujours plus. Ils veulent tout, mais tout. Et après, nous dirons, nous, maintenant, s'il y a un problème, on veut bien ouvrir le captage avec des taux de pollution de nitrate. On peut même en parler, même nos élus n'en parlent pas tellement ils ont peur. Nitrate, pesticides, etc. Tout est imbuvable. Tout est imbuvable. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, 18 millions de cubes. Et quand tu ramènes ça au syndicat qui produit l'eau, donc pour notre communauté de communes et 2 autres communes,
c'est 1 500 000 mètres cubes. Et là, c'est à 18 millions. Sur le même bassin, sur ce bassin-là, le stage prévoit 9 millions de mètres cubes pour l'eau potable et 18 millions de mètres cubes pour l'irrigation. Il y avait une question devant et là. Alors, grosso modo, hein, la consommation humaine. humaine. Et s'il te plaît, Catherine, si c'est devant d'abord. Non, mais juste pour compléter. Micro, des tables. Oui, parce que oui, pour compléter ce qui vient d'être dit sur les bassines, hier j'étais à une réunion organisée par la région sur les états généraux de l'économie et ils réunissaient les agriculteurs pour faire un focus sur l'agriculture. Bon, il faut savoir qu'on ne peut pas voir les bassines, par définition, c'est un faux problème, c'est un faux débat. Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est surréaliste de dire qu'on va utiliser l'eau à une période où il y en a beaucoup pour pouvoir irriguer l'été. C'est totalement déconnant. Je veux dire, par définition, les bassines sont liées à un phénomène d'évaporation qui est monstrueux une fois que c'est mis en place. Donc, encore une fois, c'est une aberration écologique. Voilà. Oui, alors. Oui, juste une information rapide pour montrer comment ça fonctionne. J'ai étudié le dossier de Veolia qui crée une ferme photovoltaïque à Marmagne. Comment il crée cette ferme photovoltaïque? Il crée cette ferme photovoltaïque sur plusieurs dizaines d'hectares qui sont cédés par M. Bergougnon, agriculteur. Bergougnon, pardon. Agriculteur qui a un méthaniseur à Marmagne. Ce méthaniseur, c'est le même actionnaire principal que celui de Plainpied. On va le voir tout à l'heure. Dans le dossier de la ferme photovoltaïque de Veolia, il y a au titre de la loi sur la compensation, ils sont obligés de financer un certain nombre d'actions leur permettant d'être verts, voilà, vis-à-vis de la loi, en ayant, alors quand même, les terres en question, c'était des terres agricoles, exploitées par Bergougnon. Pourquoi Bergougnon cède ces terres agricoles? Parce qu'au titre de la loi sur la compensation, eh bien, Veolia va financer du matériel pour la CUMA pour faciliter l'extension des cultures intermédiaires qui vont aller dans le méthaniseur. Et le deuxième dossier de financement, c'est l'étude par la Chambre d'agriculture d'un projet de 8 mégabassines dans le département du Cher. Voilà. Donc c'est Veolia qui finance l'étude de la Chambre d'agriculture au motif d'un dossier de ferme photovoltaïque cédé par des hectares d'un agriculteur qui fait de la méthanisation. Voilà. Par contre, effectivement, quand on crée des bassines, ça permet de faire les cives, cultures intermédiaires à valeur environnementale, au départ. Alors au départ, c'est là que je vais venir, c'était à valeur environnementale. Et maintenant, le glissement sémantique fait que ces cives sont devenues cultures intermédiaires à vocation énergétique. Vous voyez, enfin on est maintenant. On va continuer un petit peu. Donc maintenant, on va aborder un autre problème. C'est la France qui se couvre de hangars pour faire donc du tout camion partout. Il faut savoir que M. Macron allez sur le site de Mme Pompili et puis vous y trouverez le projet en 6 points pour transformer la France en carrefour logistique de l'Europe. Et c'est bien parti. Donc là, moi, on a participé à plusieurs manifestations avec donc l'association de Vierzon, puisque là c'est un projet qui se met sur Vierzon. Merci. On a une dernière nouvelle qui n'est pas réjouissante. Nous sommes désolés, mais on va devoir se quitter comme ça, mais on vous aime quand même.